23 juin 1942, sud du pays de Galles, à 290 km à l'ouest de Londres. Un Focke-Wulf FW 190 solitaire déchirait les cumulus épars comme un faucon blessé, ses moteurs crachant des bouffées irrégulières de fumée noire. Dans le cockpit exigu, l'Oberleutnant Armen Faber, âgé de seulement 22 ans, sentait un goût de cuivre sur sa langue et le manche tremblait entre ses paumes moites. L'aiguille du compas tournait de façon erratique, inutilisable. La jauge de carburant indiquait un niveau dangereusement bas. Il ne le savait pas encore, mais dans moins de 6 minutes, il se poserait sur le sol britannique vivant, avec le chasseur le plus avancé du Troisième Reich intact sous lui. Et pas un seul officier de la RAF ne croirait ce qu'il voyait. L'accroche était déjà écrite dans le ciel, un as allemand fuyant pour sauver sa vie. Une équipe au sol d'un aérodrome britannique se préparant pour une journée d'entraînement de routine. Et un atterrissage si catastrophique pour la Luftwaffe qu'il allait modifier l'équilibre du combat aérien pour le reste de la guerre. Mais pour l'instant, Faber se concentrait sur une seule chose. Trouver la côte française avant que ses réservoirs ne soient pas complètement vides et que son chasseur en feu ne devienne son cercueil. Sa mission avait commencé 40 minutes plus tôt depuis l'aérodrome de Morlex en Bretagne occupé. Une patrouille d'escorte standard protégeant des bombardiers revenant d'un raid sur Plymouth. Mais rien n'avait été standard depuis que la Grande-Bretagne avait refusé de se rendre. Chaque patrouille, au-dessus de la Manche, ressemblait à un coup de dé avec la mort. Cet après-midi-là, les dés étaient retombés du côté britannique. Les Spitfire avaient frappé depuis les nuages, piquant avec une précision meurtrière. L'ailier de Faber avait reçu des balles dans son moteur, une épaisse fumée noire le suivant, tandis qu'il virait vers la base. Faber tira violemment son manche vers la droite, sentit des tirs de canon percer des trous dans son aile, entendit sa radio mourir dans un crissement électronique strident. Il plongea dans une masse nuageuse, sema ses poursuivants par pur instinct et entraînement, et réalisa immédiatement le cauchemar. Il n'avait aucune idée d'où il se trouvait. Le carburant s'échappait d'une conduite percée, la radio était morte, le compas inutilisable, la côte française nulle part en vue. Le FW 190 frémit à nouveau, toussant comme un animal malade. Faber regarda en bas. L'aiguille de pression de carburant chutait rapidement, bien trop rapidement. Il scruta l'horizon, priant pour apercevoir le contour familier de la côte bretonne, et vit à la place quelque chose qui fit se serrer sa poitrine de soulagement. De l'eau. Un détroit. De l'eau bleue argentée s'étendant entre deux masses terrestres, la Manche. Ça devait être ça. Il vira à gauche, suivant l'eau vers l'est, convaincu qu'il longeait la côte française. Mais ce qu'Armen Faber voyait n'était pas la Manche. C'était le canal de Bristol, et la terre sous lui n'était pas la France occupée. C'était le pays de Galles, territoire ennemi. Il n'avait aucun moyen de savoir que son compas avait dysfonctionné pendant le combat aérien, le faisant dévier de 180 degrés. Aucun moyen de savoir que sa plongée désespérée à travers les nuages avait complètement désorienté son sens de l'orientation. Aucun moyen de savoir qu'à chaque seconde où il volait vers l'est, il pénétrait plus profondément dans l'espace aérien britannique. Le FW 190 toussa à nouveau, et cette fois, le moteur eut des ratés complets pendant 2 secondes entières avant de reprendre. Le cœur de Faber battait contre ses côtes, des minutes. Il avait quelques minutes avant la panne totale du moteur. Sous lui, la campagne galloise s'étalait en damiers de verts et de bruns. Il repéra un groupe de bâtiments, une longue étendue rectiligne qui ne pouvait être qu'une piste. Un aérodrome. Dieu merci. Un aérodrome de la Luftwaffe. Ça devait l'être. Les Allemands contrôlaient tout de ce côté de la Manche, n'est-ce pas? Faber fit un cercle, étudiant le terrain en dessous. Il vit des avions garés en rangées ordonnées, des hangars, une tour de contrôle, des camions-citernes. Tout semblait ordonné, professionnel, exactement ce qu'il attendait d'une installation allemande. Ce qu'il ne remarqua pas, ne pouvait pas remarquer depuis 250 mètres d'altitude à travers des lunettes embuées par la fumée, c'était les cocardes de la RAF peintes sur ses avions garés. Il sortit son train d'atterrissage. Le système hydraulique gémit. Le FW 180 BD ralentit, tanguant dans l'air comme un oiseau fatigué. Faber aligna son approche, essuyant la sueur de ses yeux, imaginant déjà le débriefing, les mécaniciens pestant sur son chasseur criblé de balles,
le café fort et les cigarettes qui l'attendaient dans la salle de repos. Sur le tarmac de la RAF Pembrey, le lieutenant d'aviation Dennis Cook se tenait devant la tour de contrôle, un bloc-notes bas la main, regardant un vol d'entraînement rouler vers sa position. C'était un mardi après-midi tranquille. La guerre semblait lointaine ici, dans le sud du pays de Galles, réduite à des bulletins radio et des explosions distantes. Routine, prévisible, sûre. Puis un sergent cria depuis la tour « Avion en approche, monomoteur, endommagé, type inconnu ». Cook fit volte-face, protégeant ses yeux du soleil. Là, descendant du sud-est, traînant de la fumée, se trouvait un avion différent de tout ce qu'il avait vu. Pas un Spitfire, pas un Hurricane. Le nez était trop long, les ailes trop courtes, tout le profil était faux. Son estomac se noua. « Ah, c'est un Boche !» souffla quelqu'un à côté de lui. Le mot se répandit dans la petite foule qui se rassemblait sur le tarmac. Allemands, ennemis, ici, maintenant. Descendant vers leur piste avec le train d'atterrissage sorti. L'esprit de Cook s'emballa. Était-ce un déserteur? Un piège? Un appareil endommagé essayant de se rendre? L'avion descendit plus bas. 60 mètres. 30 mètres. Il ne tirait pas. Pas de bombe visible. Pas d'agressivité, juste un chasseur blessé rentrant au bercail. Sauf que le bercail était à 320 km au sud-est, de l'autre côté des eaux ennemies. « Ne tirez pas !» aboya Cook. « Personne ne tire sans mon ordre. » Des aviateurs coururent chercher des fusils à l'armurerie. D'autres restèrent simplement figés, regardant quelque chose d'impossible se dérouler sous leurs yeux. Un chasseur allemand atterrissant sur une base de la RAF en plein jour, aussi naturellement que s'il était chez lui. Faber ne vit pas les hommes qui se rassemblaient en bas. Il ne voyait que la piste qui montait à sa rencontre, les balises d'approche, la manche à air indiquant un léger vent de travers venant de l'ouest. Atterrissage standard, rien de compliqué. Il réduisit doucement les gaz, le moteur toussa une dernière fois et s'arrêta. Silence total, hormis le vent sifflant contre la verrière. Le nez du FW-190 piqua légèrement. Faber compensa maintenant le manche stable, planant maintenant, engagé. Plus de puissance pour une remise de gaz, même s'il l'avait voulu. Les roues se effleurèrent par le tarmac avec un crissement de caoutchouc. Le chasseur rebondit une fois, se stabilisa et roula en douceur au centre de la piste, perdant de la vitesse, la roulette de queue touchant le sol. Atterrissage parfait, exemplaire. Faber expira, la tension quittant ses épaules. Il avait réussi, sain et sauf, vivant. Il laissa le FW 190 rouler jusqu'à s'arrêter près de la tour de contrôle, le moteur cliquetant tandis que le métal refroidissait. Il ouvrit la verrière, respirant l'air frais du pays de Galles, cherchant déjà les boucles de son harnais. Et c'est là qu'il les vit. Des uniformes britanniques, le bleu de la RAF, des fusils pointés directement sur son cockpit, des cocardes sur les avions garés, des drapeaux britanniques peints sur la tour. Son sang se glaça. Pas la France, la Grande-Bretagne. Il avait atterri en Grande-Bretagne. La réalisation le frappa comme un coup physique. Ses mains, encore sur le rebord de la verrière, se mirent à trembler. Autour de lui, 2 douzaines d'aviateurs britanniques se tenaient en demi-cercle, armes levées, visage montrant choc, confusion et sombre satisfaction. Le lieutenant d'aviation Cook s'avança, son revolver de service dégainé, mais pointé vers le sol. Il fixa le jeune pilote allemand dont le visage était devenu blanc comme la craie sous l'effet de l'horreur naissante. « Oberleutnant » dit Cook lentement, soigneusement dans un allemand pratiqué mais rouillé par les leçons d'école. Il lui demanda de sortir de l'avion les mains en l'air. Faber comprit. Il leva ses mains tremblantes lentement, très lentement, et se mit debout dans le cockpit. C'était un homme grand, près d'1,80 m, avec des cheveux sombres plaqués sur son front par la sueur. Une coupure au-dessus de son œil gauche saignait le long de sa joue. Il portait la combinaison de vol standard de la Luftwaffe, une croix de fer épinglée sur sa poitrine, un jeune as qui avait abattu 7 avions alliés au cours des 4 derniers mois, une étoile montante du commandement des chasseurs du Reich, maintenant prisonnier. Son esprit vacillait. Comment cela avait-il pu arriver ? Il avait suivi la côte, il avait navigué à vue, il avait le compas, ça devait être le compas, endommagé au combat, donnant de fausses indications, le menant exactement à l'opposé de là où il pensait aller. L'erreur la plus cruelle possible.
2 aviateurs britanniques s'approchèrent prudemment, fusil stable. Faber descendit du cockpit, ses jambes fléchissant presque quand ses bottes touchèrent le sol étranger. Les aviateurs le saisirent par les coudes, pas brutalement, juste fermement. L'instinct humain prenant le dessus sur le protocole militaire. « Bon sang de bois !» marmonna l'un d'eux en anglais. « Il a vraiment atterri ici. Il a juste atterri. » Cook rengaina son revolver et s'approcha, étudiant l'avion avec une fascination non dissimulée. Le Focke-Wulf FW 190. Ils en avaient entendu parler, rapport de renseignement, débriefing de pilotes, le nouveau chasseur allemand qui était supposément supérieur au Spitfire Mark V. Plus rapide, meilleur taux de montée, armement plus lourd, l'avion que les pilotes alliés craignaient. Et le voilà qui se trouvait là, intact, à peine endommagé, hormis quelques impacts de balles et une fuite de carburant. Le moteur encore chaud, chaque système accessible, chaque secret mis à nu. Cook sentit son pouls s'accélérer. Ce n'était pas qu'un pilote capturé. C'était de l'or en matière de renseignement. Il se tourna vers Faber, qui se tenait entre 2 gardes, les mains maintenant liées dans le dos avec des sangles de toile. Le visage de l'Allemand montrait une pure angoisse, de la honte, de l'horreur, le regard d'un homme qui venait de commettre un péché impardonnable. « Sergent Maury », appela Cook, « appelez immédiatement le capitaine de groupe Wilson, puis appelez la RAF Farnborough. Dites-leur que nous avons un cadeau pour eux. » Maurice sprinta vers la tour. Autour du FW 190, les aviateurs se rassemblaient, touchant la peau métallique, scrutant le cockpit, examinant le train d'atterrissage à voie large, les lourds canons montés sur le nez. « Regardez-moi ça !» souffla un mécanicien. Moteur radial BMW 801, 14 cylindres. Regardez la taille qu'est de ces pipes d'échappement. Un autre siffla doucement. Cet engin doit être rapide comme l'enfer. Un jeune pilote, à peine 19 ans, fixait l'avion avec quelque chose proche de la vénération. Nos gars se battent contre ça. Cook hocha la tête gravement. Plus maintenant. Maintenant, nous saurons tout sur eux. Faber fut conduit vers un petit bâtiment en briques qui servait de bureau de la station. Il marchait raidement, mécaniquement, son esprit essayant de traiter l'ampleur de son échec. Il avait remis à la Grande-Bretagne le chasseur le plus avancé du Reich. Il avait trahi tous les secrets des performances du FW 190. Il avait donné à l'ennemi exactement ce dont il avait besoin pour contrer la supériorité aérienne allemande. Le poids de cette réalisation menaçait de l'écraser. À l'intérieur du bureau, 2 officiers de la RAF attendaient. L'un parlait couramment allemand, un officier de renseignement nommé capitaine Hughes, qui avait été convoqué en hâte depuis la salle des opérations. « Oberleutnant Faber », commença Hughes, son ton neutre. « Professionnel, vous êtes maintenant prisonnier de guerre. Vous serez traité conformément à la Convention de Genève. Comprenez-vous » Faber hocha la tête en silence. Hughes l'étudia un moment. « Vous n'êtes pas le premier pilote allemand que nous capturons, mais vous êtes le premier à atterrir volontairement sur l'un de nos aérodromes. » « Je n'ai pas atterri volontairement, dit Faber, la voix rauque. Je croyais être au-dessus de la France. » Hughes traduisit pour l'autre officier qui laissa échapper un bref rire sans humour. « Votre compas » demanda Hughes. Faber baissa les yeux. « Endommagé au combat. J'ai navigué à vue. J'ai vu le détroit. Je pensais... » Il ne put finir. L'énormité de l'erreur était suffocante. Hughes se cala dans sa chaise. « Vous avez eu une très mauvaise journée, lieutenant. Vous êtes vivant, c'est plus que beaucoup de pilotes ne peuvent dire. » La mâchoire de Faber se crispa. Vivant, oui, mais déshonoré, capturé. Responsable de potentiellement des milliers de morts allemandes, alors que les pilotes alliés apprendraient à exploiter chaque faiblesse du FW 190. Sa survie ressemblait à une malédiction. Un infirmier entra portant une petite trousse médicale. Il s'approcha de Faber avec précaution, désignant la coupure au-dessus de son œil. « Puis-je » Faber hésita, puis hocha la tête. L'infirmier travailla rapidement, efficacement, nettoyant la plaie avec un antiseptique qui brûlait comme du feu. Faber tressaillit mais ne se déroba pas. L'infirmier appliqua un bandage, recula. « Vous irez bien, dit-il en anglais. Faber comprit le ton, sinon tous les mots, le même professionnalisme, la même décence humaine fondamentale. Cela le déconcertait.
Tout ce qu'on lui avait dit sur les Britanniques les dépeignait comme des ennemis impitoyables et sans honneur. Pourtant ici, dans la première heure de sa captivité, il avait été traité avec plus de soin qu'il ne s'y attendait. Dehors, le FW-190 était déjà photographié sous tous les angles. Le capitaine Wilson, le commandant de la base, était arrivé en quelques minutes, sa voiture de fonction dérapant dans un nuage de poussière près de l'avion. Il en fit le tour lentement, délibérément, son visage buriné et ne montrant aucune émotion. Mais intérieurement, son esprit calculait. Ce seul avion, capturé intact, représentait une percée en matière de renseignement qui pourrait faire basculer toute la guerre aérienne. Pendant des mois, les pilotes de la RAF avaient même signalé des rencontres avec un nouveau chasseur allemand qui surpassait leur Spitfire 5, plus rapide en piqué, meilleur taux de roulis, puissance de feu supérieure. Le FW-190 avait décimé les formations britanniques avec une efficacité dévastatrice. Des pilotes mouraient parce qu'ils ne comprenaient pas les capacités de leur ennemi. Maintenant, ils allaient les connaître. Chaque rivet, chaque surface de contrôle, chaque caractéristique de performance serait testée, mesurée, documentée. Les ingénieurs britanniques démontraient le moteur, étudieraient le système d'injection de carburant, examineraient l'armement. Des pilotes d'essai le piloteraient, le pousseraient à ses limites, découvriraient ses faiblesses. En quelques semaines, de nouvelles tactiques seraient distribuées à chaque escadron de la RAF. Attaquer par le dessus, les forcer dans des combats tournoyants, exploiter les mauvaises performances du FW-190 à haute altitude, viser le système de refroidissement, savoir quand engager et quand fuir. Ce seul atterrissage, cette unique erreur de navigation d'un pilote allemand désorienté, sauverait des centaines de vies alliées. Wilson se tourna vers son officier des opérations. « Je veux cet avion sous garde armée 24 heures sur 24. Personne n'y touche sans autorisation de Farnborough. L'équipe de transport devrait être là demain matin. » L'officier salua et partit en courant. Wilson regarda la tour où Faber était détenu. 22 ans. Un as, un pilote talentueux qui avait commis une erreur catastrophique. Dans un autre monde, ils n'auraient pas pu partager un verre, parler de vol, comparer leurs notes sur les tactiques. Mais c'était la guerre, et la guerre n'avait pas de sympathie pour les erreurs honnêtes. À l'intérieur du bureau, Faber était assis sur une chaise en bois, les mains toujours liées, fixant le sol. Le capitaine Hughes était parti coordonner avec les services de renseignement à Londres. Les deux gardes postés à la porte semblaient mal à l'aise, incertains de la façon de traiter un prisonnier qui avait simplement atterri et s'était livré. L'un d'eux, un caporal nommé Davies, se racla la gorge. « Aimeriez-vous de l'eau » Faber leva les yeux, surpris. Davies tendit une gourde. Faber hésita, puis hocha la tête. Davies porta soigneusement la gourde aux lèvres de Faber, le laissant boire. L'eau était fraîche, pure, la meilleure chose que Faber avait goûtée depuis des heures. « Merci », dit-il dans un anglais hésitant. Davies hocha la tête, reculant. Ce petit geste d'humanité, si simple, si inattendu, brisa quelque chose en Faber. Ses yeux brûlèrent. Il cligna fort des yeux, refusant de pleurer devant ses geôliers. Mais le poids de ce qu'il avait fait, l'ampleur de son échec pesait sur lui comme une force physique. Il avait été si sûr, si certain qu'il volait vers la sécurité, suivant la côte vers chez lui, prenant les bonnes décisions. Et chaque décision avait été exactement, précisément fausse. Au coucher du soleil, la nouvelle de la capture avait atteint les plus hauts niveaux du commandement britannique. Le Premier ministre Churchill lui-même fut informé, souriant apparemment pour la première fois depuis des jours. « Un cadeau de la Luftwaffe », avait-il dit. « Nous devons leur envoyer une lettre de remerciement. » À la RAF Farnborough, l'unité de développement du combat aérien se préparait en urgence pour l'arrivée du FW 190. Pilote d'essai, ingénieur, analyste du renseignement, tout le monde voulait voir ce chasseur légendaire de près. Tout le monde voulait le piloter. Le lendemain matin, une équipe de transport spécialisée arriva à la RAF Pembrey avec un énorme camion et l'équipement nécessaire pour démonter soigneusement les ailes du FW 190 pour le transport routier. Le personnel au sol se précipita sur l'avion,
travaillant avec un soin révérencieux, le traitant comme l'artefact inestimable qu'il était. Faber, regardant depuis une fenêtre de sa cellule temporaire, se sentit physiquement malade. Savait c'était son chasseur, son avion, la machine à laquelle il avait confié sa vie une douzaine de fois. Maintenant, elle était démontée, étudiée, violée. Tout cela parce qu'il avait tourné dans la mauvaise direction. Tout cela parce qu'il avait fait confiance à un compas cassé et à son propre jugement faillible. On frappa à la porte. Le capitaine Hughes entra portant un plateau avec du pain, du fromage, du thé. « J'ai pensé que vous auriez peut-être faim. » Faber n'avait pas faim, mais il hocha la tête quand même. Hughes posa le plateau, tira une chaise. « Vous serez transféré dans un camp de prisonniers demain, quelque part dans le nord. Ce n'est pas luxueux, mais c'est supportable. La guerre finira un jour, vous rentrerez chez vous. » « Chez moi ?» Le mot semblait creux. L'Allemagne voudrait-elle seulement de lui, le pilote qui avait offert à la Grande-Bretagne leur plus grand coup de renseignement de la guerre aérienne? Ou son nom serait-il effacé, sa famille déshonorée, son dossier de service marqué par la disgrâce? Hughes sembla lire ses pensées. « Je sais ce que vous pensez, que vous avez échoué, que cette erreur vous définit. » Faber ne dit rien. « Mais vous avez fait le seul choix possible, » continua Hughes. « Vous étiez perdu, presque à court de carburant, pilotant un avion endommagé. Vous auriez pu vous écraser dans la mer, mourir seul, n'accomplir rien. Au lieu de cela, vous avez choisi de vivre. Cela demande son propre type de courage. » La voix de Faber sortit rauque. « Je vous ai tout donné. »« Oui, » dit Hughes doucement. « C'est vrai, et je ne prétendrai pas que cela n'a pas d'importance. Votre FW-190 va nous aider. Nous sauverons des vies de nos pilotes. Nous changerons probablement notre façon de mener cette guerre aérienne. » Il fit une pause. « Mais ce n'est pas votre honte à porter seul. Vos commandants vous ont envoyé en l'air dans un chasseur avec un compas défectueux. Vos services de renseignement n'ont pas réussi à vous préparer à la désorientation. Votre entraînement ne couvrait pas ce scénario. Vous aviez 22 ans, seul, prenant des décisions en une fraction de seconde avec des informations incomplètes. » Faber leva les yeux, croisant le regard de Hughes pour la première fois. « Vous essayez de me faire me sentir mieux d'avoir trahi mon pays. » Hughes secoua la tête. « J'essaie de vous aider à survivre aux 5 prochaines années en tant que prisonnier. La culpabilité vous dévorera vivant si vous la laissez faire. Croyez-moi, j'ai vu cela arriver. » Il se leva, se dirigeant vers la porte. « Mangez quelque chose. Reposez-vous. Demain sera une longue route. » Après son départ, Faber resta assis seul avec le plateau intact devant lui. Par la fenêtre, il pouvait voir le FW-190 chargé sur le camion de transport, son profil distinctif enveloppé de toiles et de cordes, son chasseur, son erreur, son héritage. Il prit un morceau de pain, se força à manger. La nourriture avait un goût de cendre, mais Hughes avait raison. Il devait survivre, devait endurer ce qui viendrait ensuite. Car Armen Faber, à déshonorer de la Luftwaffe, respirait encore. Et en temps de guerre, cette obstination à continuer de respirer comptait plus que quiconque ne voulait l'admettre. 3 jours plus tard, le FW-190 arriva à la RF Farnborough. Les ingénieurs se jetèrent dessus avec un enthousiasme à peine contenu, mesurant, photographiant, documentant chaque détail. Le moteur B, Ndoive 800, fut retiré, testé sur un banc dynamométrique, ses courbes de puissance tracées. L'armement fut examiné. 2 mitrailleuses de 7,92 mm et 2 canons de 20 mm. Une puissance de feu dévastatrice. Le système d'injection de carburant, le train d'atterrissage à voie large, l'excellente visibilité depuis le cockpit, tout fut noté, tout fut comparé aux conceptions britanniques. Le pilote d'essai en chef Roland Bimon monta dans le cockpit pour la première fois, passant ses mains sur les commandes. Simple, efficace, l'ingénierie allemande à son meilleur. Au cours des semaines suivantes, il le piloterait 2 douzaines de fois, le poussant à travers chaque manœuvre, chaque régime de vol, cartographiant ses forces et ses limites avec une précision scientifique. Et à chaque vol, chaque test, chaque rapport, les tactiques de la RAF évoluaient.
Les chefs d'escadron recevèrent de nouveaux briefings. Les pilotes apprenaient où le FW-190 excellait et où il avait des difficultés. La mystérieuse supériorité du chasseur allemand s'évapora, remplacée par des données concrètes et des contre-mesures éprouvées. En septembre 1942, seulement 3 mois après l'atterrissage de Faber, les escadrons de la RAF utilisaient de nouvelles tactiques spécifiquement conçues pour exploiter les faiblesses du FW-190. Les taux de perte diminuèrent, les ratios de victoire s'améliorèrent. L'équilibre de la guerre aérienne bascula progressivement, mais de manière mesurable en faveur de la Grande-Bretagne. Les historiens estimeraient plus tard que la capture du FW-190 intact avait raccourci la campagne aérienne de plusieurs mois, sauvé des centaines de vies alliées et contribué matériellement à la supériorité aérienne finale sur l'Europe. Tout cela à cause d'une erreur de navigation d'un seul pilote, d'une boussole défaillante, d'un atterrissage impossible. Dans un camp de prisonniers dans le nord de l'Angleterre, Armin Faber entendit des rumeurs sur ce que son avion avait révélé. Entendit des murmures selon lesquels les pilotes de la RAF gagnaient désormais des engagements qu'ils auraient perdus quelques mois plus tôt. Entendit son nom prononcé avec dégoût par d'autres prisonniers allemands qui le blâmaient pour la mort de leurs camarades. Il restait assis sur sa couchette la nuit, fixant le plafond, luttant avec des questions qui n'avaient pas de bonne réponse. Aurait-il dû s'écraser dans la mer plutôt que d'atterrir ? Aurait-il dû reconnaître son erreur plus tôt ? Aurait-il dû se battre jusqu'à la mort plutôt que de se rendre ? La culpabilité était un poids physique qui pesait sur sa poitrine, rendant la respiration difficile. Mais sous la culpabilité, sous la honte, il y avait autre chose, quelque chose de plus discret, mais de plus résilient. Le soulagement. Il était vivant. Des jeunes hommes mouraient chaque jour des deux côtés dans des chasseurs et des bombardiers et des navires, brûlant, se noyant, tombant. Il avait survécu. Et la survie, aussi accidentelle soit-elle, aussi coûteuse soit-elle, était sa propre petite défiance contre la machinerie de mort qui broyait l'Europe. Par un froid matin de novembre 1942, Faber se tenait dans la cour du camp de prisonniers, regardant le givre fondre sous la pâle lumière du soleil. Un autre prisonnier s'approcha, un homme plus âgé, un pilote de bombardier nommé Cross, qui avait été abattu au-dessus du Kent. « J'ai entendu ce qui s'est passé », dit Cross doucement. « Le FW-190, l'atterrissage. » Faber se tendit, s'attendant à une accusation. Au lieu de cela, Cross secoua la tête. La désorientation en navigation arrive aux meilleurs d'entre nous. J'ai une fois volé 40 km dans la mauvaise direction parce que j'avais mal interprété un repère. Pure chance, je m'en suis rendu compte avant de traverser en Suisse. Faber le regarda, surpris. Cross haussa les épaules. La guerre, c'est le chaos. On s'entraîne, on se prépare, on fait de notre mieux. Et parfois, malgré tout, on fait des erreurs. La seule différence entre une erreur chanceuse et une erreur fatale, c'est le hasard. Il tapa sur l'épaule de Faber. Tu as survécu. C'est ce qui compte. Laisse les politiciens et les généraux s'inquiéter du reste. Faber hocha lentement la tête. Cela n'effaçait pas la culpabilité. Cela ne changeait pas ce que son atterrissage avait coûté à la Luftwaffe. Mais cela aidait d'une certaine manière d'entendre que son erreur était humaine, compréhensible, pardonnable. La guerre continua. Les batailles aériennes firent rage. De jeunes pilotes des deux côtés moururent dans les flammes et le métal déchiqueté. Mais l'équilibre bascula degré par degré, en partie parce qu'un A allemand avait commis une erreur catastrophique et avait choisi au dernier moment de survivre. Des années plus tard, après la fin de la guerre et le rapatriement des prisonniers, Armin Faber retourna en Allemagne. Il ne fit face à aucune accusation, aucune disgrâce formelle. Le chaos de la défaite avait effacé de nombreux dossiers, obscurci de nombreux échecs. Il devint civil, se maria, travailla comme ingénieur. Il parlait rarement de la guerre, ne parlait jamais de l'atterrissage à RAF Pembrey. Mais parfois, lors de soirées tranquilles, il regardait le ciel et se souvenait de la sensation des commandes du FW-190 dans ses mains. La terreur de réaliser où il se trouvait. L'étrange gentillesse de ses ravisseurs. Le poids écrasant de savoir que son erreur avait changé la guerre. Et il pensait à tous les pilotes qui n'étaient pas rentrés chez eux, tous les jeunes hommes qui étaient morts plutôt que d'atterrir au mauvais endroit.
Toutes les vies qui s'étaient terminées en un instant, tandis que la sienne, improbablement, continuait. Il ne sut jamais s'il avait fait le bon choix, ne sut jamais si la survie valait le coup. Mais il savait ceci, ce matin-là de juin 1942, quand sa jauge de carburant indiquait vide et que sa boussole tournait inutilement, il avait choisi la vie plutôt que la mort, choisi d'atterrir plutôt que de s'écraser, choisi de continuer à respirer pour un jour de plus. Et ce choix, pour le meilleur ou pour le pire, avait créé des ondulations à travers l'histoire, d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Le F W190 tangible que Armin Faber avait accidentellement livré à RAF Pambry fut finalement exposé dans des musées, étudié dans des académies militaires, mentionné dans d'innombrables histoires du combat aérien. Un témoignage à la fois de l'excellence de l'ingénierie allemande et de l'impact profond d'une seule erreur de navigation. Le lieutenant d'aviation Dennis Cook, qui avait été le premier à accueillir Faber cet après-midi impossible, écrivit plus tard dans ses mémoires. De tous les avions qui ont atterri à Pambray pendant mon service, un seul a vraiment compté. Pas à cause de l'habileté du pilote, bien qu'il fût clairement habile. Pas à cause de l'importance de l'avion, bien qu'il fût d'une importance critique, mais parce qu'à ce moment-là, nous avons été témoins de l'étrange mathématique de la guerre, où la pire erreur d'un homme devient la plus grande victoire d'un autre. Le soleil se coucha sur le sud du pays de Galles le 23 juin 1942, projetant de longues ombres sur la piste de RAF Pambray, où un chasseur allemand avait atterri ce matin-là, où un jeune pilote avait marché vers la captivité, où la guerre aérienne avait basculé invisiblement mais irrévocablement vers une fin encore à des années de là. Armin Faber était assis dans une cellule, mangeant du pain qu'il ne pouvait pas goûter, pensant des pensées auxquelles il ne pouvait pas échapper, vivant, capturé, changé, et quelque part en Allemagne, les commandants de la Luftwaffe recevaient des rapports tardés sur la perte du F-190 avec fureur et incrédulité, ne comprenant pas encore toute l'ampleur du désastre en matière de renseignement, ne sachant pas encore que les secrets de leurs chasseurs les plus avancés étaient systématiquement exposés sous des lumières britanniques, dans des hangars britanniques, par des mains britanniques. La guerre eut des milliers de tournants, grands et petits. Celui-ci fut l'un des petits. Un pilote désorienté, une boussole défaillante, un atterrissage impossible, et 5 minutes qui changèrent,